Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à l'Ermitage pour cette première conférence du cycle qui accompagne l'exposition Édouard Vuillard et l'art du Japon. Nous avons ce soir l'immense plaisir d'accueillir à l'Ermitage Mathias Chivot. Et je suis très heureuse que ce cycle de conférences s'ouvre avec lui, car Mathias, qui est un grand spécialiste d'Édouard Vuillard, a vraiment joué un rôle déterminant dans l'organisation de notre exposition. Mathias Chivot est historien de l'art et il est non seulement spécialiste de Vuillard, mais également de Kerck-Xavier Roussel, son ami proche, son gendre, un autre artiste du mouvement Nabi. Et plus généralement, Mathias est un spécialiste du mouvement Nabi. Il est, avec Antoine Salmon et Guy Cocheval, l'un des 3 auteurs du catalogue Raisonner Vuillard, qui a paru en 2003. Et il a participé à la grande exposition rétrospective de Vuillard en 2003-2004 qui s'est tenue à Washington, Montréal, Paris et Londres. Mathias Chivot dirige les archives Vuillard et les archives Roussel à Paris, où il rédige actuellement le supplément du catalogue Raisonner Vuillard ainsi que le catalogue Raisonner Roussel. Il était le commissaire de plusieurs expositions, telles que Kerck-Xavier Roussel, l'après-midi d'un faune, c'était au Kunstmuseum de Winterthur en 2017. Il y a eu aussi Intimité en plein air à Saint-Claude et Clermont-Ferrand en 2018, qui montrait la proximité entretenue par Vuillard et Roussel avec la nature. Et il y a eu encore la rétrospective Roussel, organisée par le Musée des Impressionnismes de Giverny en 2019. En 2021, une autre exposition avec le musée de Giverny, c'était cette fois Côté Jardin, une exposition qui rapprochait les impressionnistes, Monet, Pissarro, Caillebotte et les Nabi, Vuillard, Bonnard, sur le thème du jardin. Mathias Chivot est par ailleurs l'auteur de nombreuses contributions sur les Nabis en général. Son essai le plus récent, Les Nabis dans la guerre, est à paraître en 2024 dans un ouvrage collectif aux presses universitaires de Paris-Nanterre. Il a bien sûr beaucoup publié sur Vuillard. Je signale en particulier son article sur le spectacle de l'art Vuillard au Louvre, paru dans le catalogue de l'exposition qui s'est tenue à Bâle en 2022 sur un cycle de peinture créé par Vuillard en 1921-22 pour le hall d'entrée de la Villa Bauer à Bâle, une exposition organisée par notre collègue Martin Schwander qui nous fait l'amitié d'être là ce soir. Mathias Chivot a encore écrit notamment sur l'œuvre photographique de Vuillard, un texte intitulé « Effacer la durée et Madame Vuillard dans l'objectif de son fils », paru dans le catalogue d'exposition Maman, Vuillard et Madame Vuillard au Barber Institute à Birmingham en 2018. Notre première collaboration avec Mathias Chivot date de 2017 parce que Mathias a en effet écrit dans le catalogue de notre exposition de la collection Burlesque 3 notices qui portaient sur les 3 Vuillards de la collection de la Fondation. 2 de ces œuvres sont du reste de nouveau dans les salles de l'Ermitage à l'occasion de l'exposition Vuillard et l'art du Japon. Mathias Chivot, ainsi que je le disais, s'est vraiment beaucoup impliqué dans la réalisation de notre exposition, nous conseillant sans relâche avec Marina Ferretti, la commissaire scientifique de l'exposition, dans le choix et dans la recherche des œuvres pertinentes pour nourrir notre thème. Et de plus, il nous a à nouveau prêté sa magnifique plume pour écrire dans le catalogue un essai sur l'album de lithographie Paysages et intérieurs, album qui a été édité par Ambroise Vollard en 1899, qui est présenté au sous-sol du musée, et que Mathias analyse brillamment comme, je le cite, une quintessence de tout l'art nabi du peintre, comme un abrégé et un apogée de ses recherches plastiques engagées au début des années 1890. Ce soir, il a choisi de compléter et d'une certaine façon aussi de rééquilibrer peut-être notre approche en ouvrant l'angle du japonisme à toutes les sources et les traditions dont Vuillard s'est nourri dès ses débuts pour mettre au point son vocabulaire artistique. Et je le remercie infiniment. Mathias, nous vous sommes très reconnaissants d'être venu ce soir nous parler de Vuillard, le japonisme et au-delà. À vous la parole. Merci beaucoup. Alors ce soir, en effet, je vais vous parler d'un moment particulier de l'histoire de l'art où l'influence de l'art japonais a été portée à son point le plus incandescent, qui intervient d'ailleurs paradoxalement presque à la fin de son existence, une décennie avant son évanouissement des préoccupations artistiques au tournant du XXe siècle, mais dont les derniers feux, si je puis dire, ont été les moments les plus brillants, les plus audacieux
de l'histoire de l'art moderne. Et Vuillard, dans cette aventure japoniste, en est son meilleur vecteur, car Vuillard est alors au centre de l'avant-garde, qui prend forme à la fin des années 1880, l'extrême fin des années 1880, puisque les débuts du regroupement Nabi est traditionnellement situé à l'automne 1888. Alors, je voudrais quand même d'abord replacer dans un contexte, rapidement, hein, dans le contexte le japonisme, qui en fait n'est pas un phénomène nouveau en soi, au moment où Vuillard s'engage dans la voie artistique. Je vous propose en premier lieu donc, de replacer son histoire, l'histoire du japonisme, dans la chronologie, hein, et de balayer un rapide panorama du contexte historique du japonisme, ou tout au moins de ce qui n'est pas encore une influence de l'art du Japon en Europe, mais qui va le devenir, plus spécialement en France, car le terme japonisme va être forgé plus tard, précisément en 1872, par le critique d'art et collectionneur Philippe Burti. On sent bien qu'il y a une présence du Japon, donc, avant la formation du groupe des Nabi en 1888. En effet, le japonisme n'est pas un phénomène nouveau, il va retrouver une actualité, en revanche, avec la lecture qu'en fera la deuxième génération d'artistes, qui va prendre à bras-le-corps le japonisme, qui est celle de Gauguin et des Nabi. Disons pour commencer que la vogue de l'art japonais est quand même un moment caractéristique du deuxième 19e siècle. Alors, pour ceux qui ont une idée de l'histoire du Japon, ça commence avec les débuts de l'ère Meiji, hein, que je vais évoquer dans un instant. En effet, et pour s'en tenir uniquement à ce qui se passe en France, il faut garder à l'esprit que c'est un mouvement, et c'est un engouement qui est partagé par tous les pays d'Europe et les États-Unis. Les acquisitions officielles d'art japonais en France commencent dès 1845, sous la monarchie de Juillet, quand la Bibliothèque royale, qui est l'ancêtre de la Bibliothèque nationale de France, acquiert des livres japonais en provenance de la collection Sinbold, des ouvrages qui montrent des reproductions d'Okuzai, d'Okei, de Korine, entre autres. Je passe rapidement sur le champ des acquisitions, qui est un peu fastidieux et qui n'est pas forcément notre sujet ce soir. Je vous renvoie à la chronologie du catalogue qui en fait mention plus précisément. On va passer rapidement aussi sur la pénétration des artefacts japonais en Europe. On voit en effet quelques-uns des objets, artefacts par avant, premières estampes, à l'Expo universelle de Paris en 1855, présentés notamment par la Hollande, mais bien sûr on en voit en Angleterre, qui est par ailleurs une grande amatrice d'art japonais avant le japonisme. Parallèlement à ça, une intense activité diplomatique se met en place, qui frise toujours la menace militaire et qui réussit à déverrouiller certains points d'accès du Japon qui étaient restés étanchement fermés jusque-là aux influences extérieures. Plus généralement, ce milieu du XIXe siècle voit véritablement un point de fixation orientale. La pression internationale vise, pour chacune des nations occidentales, à pénétrer commercialement le Japon, et sic fecit, hein, parce qu'en 1854, c'est la Convention de Kanagawa, qui est en fait un traité commercial entre les États-Unis et le Japon, et qui donne accès, sous certaines conditions, et à certains ports, comme Shimoda ou Hakodate. Et c'est le début de la pénétration occidentale dans un pays qui, jusqu'à maintenant, était fermé aux influences extérieures. D'autres traités de paix et de commerce vont suivre, avec les Pays-Bas, les États-Unis encore, la France, la Russie. Donc le Japon est désormais contraint de s'ouvrir au monde. Et en 1868, c'est la fin du système féodal japonais, ce qu'on appelle le shogunat, puisque le pouvoir, la réalité du pouvoir n'était pas dans les mains de l'empereur, mais dans les mains du shogun, qui est l'équivalent d'un premier ministre. Et en 1868,
le shogunat tombe, et c'est ce qu'on appelle le début de l'ère Meiji, qui s'ouvre sous l'impulsion du jeune empereur Mitsuhito, qui, par une politique très volontariste et résolument ouverte aux influences extérieures, fait basculer le pays directement, hein, sans transition, dans l'ère industrielle. Le corollaire direct de ce contexte international, c'est l'ouverture à Paris de plusieurs commerces, des boutiques qui proposent des artefacts japonais, et ce à partir de 1861. On voit en effet les premiers noms apparaître à cette date dans l'annuaire du commerce. Les plus connus, et c'est des noms qui reviennent constamment, les plus connus sont la Porte Chinoise, qui était rue Vivienne, au Céleste Empire, rue Saint-Marc, bon, pas très loin, ou encore l'Empire Céleste. Bon, ça, il y a un manque d'imagination à l'époque qui va changer à mesure que les produits japonais arrivent sur le marché. L'Empire Céleste, qui lui aussi est rue Vivienne. D'ailleurs, c'est assez intéressant de voir la concentration du commerce autour de l'Asie, qui en général est à cheval à Paris, à cette époque-là, entre le 2e arrondissement, donc autour de la Bibliothèque nationale, et coincé entre donc la rue Vivienne et l'équivalent de Drouot aujourd'hui. Voilà. On parlera tout à l'heure de Bing, Siegfried Bing et la rue Chauchat, la rue de Provence. Voilà, tout ça est dans un périmètre assez étroit. Ce qui est important de retenir dans cette brève introduction à cette sorte de proto-histoire du japonisme, c'est que la diffusion des images va pénétrer les milieux artistiques par le biais d'une acquisition facilitée des livres et des facsimilés d'estampes japonaises. Baudelaire, d'ailleurs, collectionne, on le sait par une lettre du critique d'art Zacharias Truc, hein, qui mentionne sa superbe collection d'estampes japonaises colorées. On sait aussi par son journal que Jules de Goncourt achète lui aussi au même moment des estampes à la Porte Chinoise, dès 1861, comme Baudelaire. Et bien sûr, parallèlement, les acquisitions de l'État vont bon train, puisque le cabinet des estampes acquiert régulièrement. Le cabinet des estampes, cette fois, de la Bibliothèque impériale, puisqu'on est en 1861, plein Second Empire. La bibliothèque impériale qui s'enrichit régulièrement de volumes japonais et d'estampes. Toute cette activité intense autour de l'image imprimée japonaise a rapidement eu un effet sur les artistes, et les peintres en particulier. Bon, je ne développe pas ce qui se passe en littérature, parce que ce n'est pas notre sujet, mais c'est aussi un pan entier et très important du japonisme, pas vraiment le japonisme, mais d'une inspiration, ce que le Japon peut inspirer d'exotisme. Voilà. Un exotisme qui aujourd'hui nous paraît soit un peu faisandé ou un peu stéréotypé, mais qui à l'époque était l'objet d'une vraie découverte. Ainsi, dès 1865, James McNeill Whistler exécute une toile japonisante, la princesse du pays de porcelaine, qu'on voit ici, qui plus tard d'ailleurs sera incluse dans l'extraordinaire chambre au pan que le peintre va concevoir pour son commanditaire londonien. Et voilà, si vous voulez voir la princesse au pays de la porcelaine, aujourd'hui, c'est à la, je l'ai noté, c'est à la Freer Gallery à Washington, D.C. Un an plus tard, Édouard Manet peint son portrait de Zacharias Truc, encore lui, celui qui parlait de la collection d'estampes de Baudelaire, que quand même un tout petit milieu. Hein. D'ailleurs, on raisonne avec une dizaine de personnes qui s'échangent, qui s'observent. Donc Zacharias Truc fait l'objet d'un portrait d'Édouard Manet, et dans ce portrait, on remarque, posé suffisamment en évidence sur la table pour qu'on le voit bien, un ouvrage à couverture noire du type de la manga d'Okuzai. Et plus tard encore, en 1875, Claude Monet peint sa femme en kimono dans La Japonaise. Bon voilà, c'est une des illustrations du Japon pittoresque qui évidemment va disparaître avec la deuxième génération des artistes, notamment les artistes nabis. Il n'en est pas moins que c'est un tableau extraordinaire, voilà, qui lui est à Boston. Donc Monet se laisse gagner par la fièvre japonisante, en tout cas.
Ici, on est en 1875. Donc, mais alors, plus subtilement, il va donner un tableau que, alors je n'ai pas inclus dans mon PowerPoint, j'aurais dû, je suis désolé, mais c'est un tableau très connu. C'est un tableau je crois que c'est un tableau du Met. C'est la terrasse à Sainte-Adresse. C'est un des tableaux de Monet les plus connus dans sa période, vraiment avant l'impressionnisme. C'est un tableau qui qualifie d'ailleurs lui-même de tableau chinois où il y a des drapeaux sikhs. Donc à l'époque, quand même, on mélange allègrement tout ce qui se passe en Extrême-Orient, chinois ou japonais. Et Pierre-Auguste Renoir sera plus précis en appelant ce tableau le japonais au petit drapeau. On sent donc que l'influence du Japon pénétrait dans l'œil des artistes. Le dernier exemple de cette courte recension qui illustre le premier japonisme, c'est l'ouvrage de Jules Champfleury sur les chats. Alors, ce n'est pas le plus important, mais je vous l'ai mis là parce que la coïncidence est quand même assez amusante. C'est une sorte d'encyclopédie des félins qui intègre de nombreuses œuvres japonaises, notamment d'Hiroshige et de Kuniyoshi. Et ce qui est amusant, on le voit ici, c'est que l'ouvrage, un des exemplaires, c'est presque de l'ordre de la coïncidence fatale quand même, un des exemplaires a appartenu à Vuillard. Et il s'est amusé à l'enluminer à la façon des estampes japonaises, qui commencent alors à collectionner en 1890. Alors, moi je date ça de 1891-92 par rapport à d'autres travaux. Très honnêtement, la datation est encore ouverte. Disons que c'est entre 90 et 92. Ça ira pas plus loin, mais ça peut aussi appartenir à l'année 90. Ce qui est extraordinaire, c'est de voir déjà le degré d'abstraction et toutes les caractéristiques qui feront le nabi japonisant qu'on connaît dans des tableaux plus célèbres. Arrivé à la fin des années 1870, il nous faut évoquer ici la personnalité d'un marchand dont j'ai parlé tout à l'heure très brièvement, marchand comme Siegfried Bing ou Samuel Bing, qui situe son activité au confluent des deux générations de collectionneurs, entre les impressionnistes et le raffinement des images qu'ils apprécient alors, et la deuxième génération d'artistes, celle de Gauguin, des symbolistes et surtout celle des nabis, qui vont opérer sous l'impulsion de Gauguin une relecture de l'apport japonais dans l'histoire de l'art occidental. Situé rue Chauchat, donc 9e arrondissement à Paris, derrière Drouot, pour faciliter la situation, puis rue de Provence, toujours derrière Drouot. Faut remarquer d'ailleurs qu'à cette époque-là, le marché de l'art se concentre en fait ici, puisque Ambroise Vollard à sa galerie-là, les Bernheim ont une galerie aussi rue de Provence. Je pense que Durand-Ruel sera là aussi à un moment. Donc on est vraiment dans un des centres névralgiques de Paris, et c'est important de le souligner justement parce que le japonisme a choisi son endroit. Bing a ouvert sa galerie et fournit à des collectionneurs éclairés et célèbres des estampes comme Edgar Degas, Claude Monet, Marie Cassatt, qui achètent des feuilles de ce qu'ils appellent la vraie période, selon les mots de Van Gogh. Siegfried Bing est alors Siegfried Bing est d'origine allemande. Il est venu s'installer en France pour promouvoir justement l'art japonais et puis plus tard l'art nouveau. Bing est alors déjà un marchand en vue et l'importance de son activité rentre dans le champ des nabis par l'exposition inaugurale de sa galerie rue de Provence au début du mois de décembre 1895, à l'occasion de laquelle le marchand passe commande aux nabis et à Vuillard en particulier de plusieurs œuvres à forte connotation japoniste. Pour Vuillard, c'est un moment privilégié de sa carrière, c'est presque un moment charnière d'ailleurs, autour de l'année 95, car il proposera 3 réalisations à cette fameuse exposition inaugurale de la galerie Siegfried Bing en décembre 95. Il propose 3 réalisations parmi les plus abouties de sa production. Alors,
grâce à Bing, il initie son incursion dans le monde des arts décoratifs en proposant d'abord un carton pour la réalisation ultérieure d'un vitrail réalisé par Louis Comfort Tiffany aux États-Unis, qui avait mis au point une technique particulière du vitrail. Ce carton s'appelle les marronniers. Mais je voulais insister ici sur le service, qu'on appelle le service Schopfer, dans le langage des gens qui travaillent sur les nabis. Le service Schopfer, c'est en fait un service de table, alors que j'ai eu l'occasion de réexaminer assez récemment, parce qu'il passe 2 assiettes de ce service. D'ailleurs, je crois que celle-ci est une des pièces qui passe en vente. C'est pas du tout un service d'une 40aine de pièces ou de 80 pièces comme on imaginait. C'est un service de plus de 140 pièces, en fait. Qui sont Alors au départ, le commanditaire Jean Schopfer choisit un modèle, qui est un modèle de mariage d'ailleurs, chez des Havilland, mais qui est un modèle en porcelaine toute blanche. Et Vuillard, contrairement à ce qu'on a dit, c'est pas de la céramique, donc c'est de la porcelaine. Vuillard peint sur la porcelaine, et ça passe au four ensuite. Et il faut savoir donc que chaque pièce est unique. Voilà. Et la presque entièreté du service, bon, Orsay a quelques assiettes, mais la presque entièreté du service est dans une collection particulière française que j'ai eu l'occasion de voir, et le tout posé sur une table. Il faut une grande table, mais le tout est vertigineux, et ça devait être assez extraordinaire de pouvoir prendre ses repas. Alors, c'était le service de fête, entre guillemets, parce que même chez des gens très élitaires comme Jean Schopfer, on ne le sort que pour les grandes occasions, les anniversaires, comme en témoignait sa fille dans ses mémoires. Je crois que c'est dans les années 50, elle a témoigné de ça. Et c'est là qu'on s'est aperçu, effectivement, que le service était beaucoup plus important que ce qu'on avait imaginé. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on devine tout de suite le fort écho des estampes japonaises. La relation entre les deux me semble évidente, d'autant que l'estampe qu'on voit à gauche est une estampe de la collection de Vuillard. Alors, il n'y a jamais de translation littérale, hein, mais c'est une sorte d'infusion. On sait qu'il a ces estampes japonaises sous la main en permanence, qu'il y revient tout le temps, de 1890 jusqu'à tard, on le verra à la fin de mon intervention. Mais c'est quelque chose dans laquelle il baigne constamment. Et enfin, sera montré à l'exposition de 95 chez Bing, et qui fera date, un ensemble de 5 panneaux pour Tadé Natanson, à laquelle on avait donné le titre générique de l'album. Je ne les ai pas mis là parce que, à mon avis, ce n'est pas tout à fait le sujet, puis pour ne pas tout montrer, parce que sinon, il faut un semestre, et qui, une fois encore, s'inspire très fortement des ukiyo-e. Les ukiyo-e, c'est la forme noble des estampes japonaises. On verra que par la suite, il y a arrivé sur le marché des estampes japonaises bon marché, qui sont des tirages de second marché, qui n'en sont pas moins intéressantes, voilà, puisque les nabis s'en sont saisis, justement parce qu'elles étaient bon marché. Siegfried Bing est ainsi un des foyers essentiels du japonisme, hein, dans la décennie 1890, mais d'autres centres de diffusion prennent désormais le relais, justement, pas sur la même qualité d'œuvre, mais au contraire, pour des estampes bon marché. Et il est logique que les nabis s'y soient intéressés, parce que les nabis étaient désargentés. On les a souvent présentés comme des fils de famille. On a lu dans les années 60-70 quelque chose qu'on ne lit plus maintenant, mais qui est resté dans les têtes quand même. C'est que les nabis étaient en fait une sorte de cénacle de fils de famille. Et on s'est aperçu, en travaillant sur la sociologie, et puis très prosaïquement sur les factures conservées dans les archives de chacun des artistes, etc., que c'était des jeunes artistes désargentés, comme Vuillard, et qui justement, avec ce flux d'estampes bon marché, vont pouvoir faire des acquisitions, certes de tirages plus modestes, mais qui n'en sont pas moins intéressants pour ce qu'ils proposent à regarder. Les centres d'achat, c'était le bon marché, qui existait déjà, le Printemps, ou les grands magasins du Louvre, qui se situaient là où sont les antiquaires du Louvre aujourd'hui, et là où s'installera dans un an et demi, la Fondation Cartier. Voilà. Là, on est
Donc en petit début de la décennie 1890, il est temps de parler maintenant de l'exposition. Une exposition, pas dans la galerie cette fois, mais à l'école des Beaux-Arts, organisée par le même Siegfried Bing. On fait un petit retour en arrière en 1890. C'est elle qui a fait l'effet d'un coup de foudre. C'est l'exposition qui a lieu à l'école des Beaux-Arts de Paris en avril-mai 1890. Marina Ferretti, je crois, dans un de ses textes, parle justement d'une opération de la cataracte. Ça a fait cet effet-là pour Vuillard, et effectivement, on fait un petit retour en arrière par rapport à 1895, et on peut dire que l'exposition des Beaux-Arts de 1890 a inauguré en fait la fascination de Vuillard pour le japonisme. Pour les milieux artistiques et littéraires, c'est un véritable événement à ne pas manquer, sous aucun prétexte. Tout le monde en parle. Les Van Gogh, Théo et Vincent, dans des échanges de lettres. Le critique d'art Roger Marx, qui est critique d'art d'avant-garde, qui incite son ami Émile Gallet à y aller. Pas moins de 700 œuvres sont présentées, issues de collections particulières. Des choses qui sont aujourd'hui absolument inestimables et qui étaient en circulation plus facilement à l'époque. 700 œuvres, c'est pléthorique. On a alors pour la première fois un panorama en France, un éventail sans précédent de l'art du Japon. Et évidemment, Vuillard y est aussi, on le voit ici. Alors, ma photo est moche parce que ce sont les seules photos que je dispose pour moi. C'est un extrait du journal de Vuillard qui est conservé à l'Institut. Voilà. Il y a eu, je ne sais pas pourquoi, jusqu'à récemment des pages disponibles sur Internet et qui n'y sont plus. Donc c'est une mauvaise vision noir et blanc, mais qui n'en est pas moins radicale de ce que fait Vuillard à ce moment-là. Et là, c'est exactement au moment où il va voir l'exposition. Je crois qu'il la voit avec Bonnat, enfin ils y vont quand même pas mal de fois. Et ce qui est remarquable ici, d'abord, c'est de voir la citation littérale de ce qu'on pourrait estimer être portrait d'une actrice ou d'une courtisane. Ce qui est assez intéressant ici, c'est de voir qu'il cite ces choses-là sur des pages entières du carnet, là où d'habitude il est habitué à faire des petites vignettes, toutes petites. C'est vraiment du miniaturisme. Mais là, il a dû être tellement débordé, tellement submergé, qu'effectivement, il a rempli au pinceau une page entière. Ce sont des pages merveilleuses. D'ailleurs, je vois la page de gauche. Il y a une très forte imprégnation de Vuillard à cette époque pour l'esthétique noir-blanc. On verra d'où ça vient tout à l'heure. Donc on sait que l'exposition a fait forte impression sur lui, effectivement. C'est une réussite pour Bing, d'une façon générale. Il a réussi à faire passer, à légitimer l'art japonais auprès du grand public, et surtout auprès des générations d'artistes post-impressionnistes. Il existe cependant un paradoxe pour cette exposition des Beaux-Arts de 1890. Cette exposition qui présentait les meilleurs exemples de l'art japonais, les plus aboutis, les plus précieux, les plus rares. Le but de Bing était en effet de montrer le raffinement et la préciosité de cet art. Le résultat, et le paradoxe est là, c'est que ce sera... le résultat sera de développer l'intérêt pour la jeune génération, donc les nabis, pour les tirages bon marché, dont les crépons, par exemple, que collectionnait volontiers Paul Rançon, par exemple, et qui représentent vraiment le parent pauvre de l'acceptation élitiste de l'estampe. Partant d'un art élitaire, on arrive à un art populaire, et c'est ce qui plaît aux nabis dans l'estampe japonaise. Ce qui plaît au Nabi, c'est son image d'Épinal, en fait. Voilà, son côté image d'Épinal. J'aurai l'occasion de développer là, dans quelques minutes la tension qu'il y a entre un art toujours plus sophistiqué et l'art populaire, justement chez Vuillard. Vuillard, avec ses camarades nabis, va en tirer des conclusions radicales qui s'appuient sur une volonté de renverser l'académisme et ses dogmes. L'idée de Vuillard, à cette époque-là, et des nabis plus largement, c'est de remettre en cause ce qu'on appelle la hiérarchie des arts, qui distingue art noble et, avec une pointe de mépris, art vernaculaire, l'art
l'art moins noble. La peinture décorative, et plus seulement la peinture de chevalet ou la peinture d'histoire, doit être remise à l'honneur pour les nabis, de même que l'intervention des artistes dans la production des arts décoratifs, ce qu'a soutenu Siegfried Bing en 1895. Cette production d'art décoratif était jusque-là réservée aux industries et aux manufactures. L'art japonais sera en fait un catalyseur pour Vuillard, sera un déclencheur par la vastitude des possibilités qu'il offre aux jeunes peintres avides d'un nouveau répertoire de formes, d'une nouvelle façon de retranscrire la réalité. Pour Vuillard, pour les nabis en général, et pour Vuillard plus fortement que les autres, certainement Maurice Denis aussi, il faut cesser de recopier la réalité qui les y ont incités, par le biais des académies, l'école des beaux-arts, et c'est l'estampe japonaise justement qui servira à substituer à la reproduction de la réalité extérieure la traduction d'une sorte de quintessence des choses, avec une volonté de voir derrière les choses. L'estampe japonaise a ainsi été une leçon de radicalité pour Vuillard. Et les effets ne se font pas attendre. Alors, premier point, il collectionne passionnément les feuilles qu'il achète au bon marché ou au printemps. Avec Bonnard, il y a des échanges là-dessus, des échanges de petits mots. Et pour des sommes modiques, hein, on l'a vu, c'est le nabi qui possède la plus importante collection, l'ensemble le plus important, plus de 180 feuilles. Hein, quand Maurice Denis, qui est réputé avoir une très belle collection à l'époque, en possède 70. Alors, bon, c'est pas la course au nombre, hein, mais ça donne quand même un panorama, une vision directe de ce que les nabis aimaient à regarder. Voilà. Et donc Rançon et ses fameux crépons. Je pense que Bonnard a une très belle collection aussi, dont malheureusement il ne reste que quelques feuilles éparses. La collection avait été dispersée il y a un moment. Ce qui est intéressant justement, au contraire de Bonnard, c'est que l'ensemble des 180 feuilles, ou presque, de Vuillard est parvenu intact jusqu'à nous aujourd'hui. Et on sait que la collection de Vuillard se partage entre des vues du Japon, des acteurs du kabuki, dont on sent l'influence directe au même moment, dans des compositions au-delà de l'audacieux. Voilà, je vais vous montrer un tableau. Alors, un pastel qu'on a la chance de voir dans l'exposition, ça a longtemps été un serpent de mer. On l'a longtemps cherché, on a fini par le retrouver. Et c'est un vrai bonheur de le voir parce que, alors c'est très étrange, hein, bien sûr, hein, là on pourrait en parler, c'est pareil, je ne m'appesantirai pas là-dessus. Je voudrais juste faire le lien, effectivement, entre cette image si bizarre, on est en 90, 91, mais certainement plus 90 que 91. On est vraiment dans le domaine du bizarre, avec cette grosse main qui se pose sur la main de cette femme au linéament très curieux, au visage entre inquiétant et burlesque. Et évidemment, on retrouve l'influence des acteurs ou des courtisanes. On compte aussi, dans la collection de Vuillard, 40 planches de Kunizada, ce qui est quand même remarquable, et des planches de Kuniyoshi consacrées aux femmes et au spectacle. Des vues d'Edo, avec la célèbre série d'Hiroshige sur les 100 vues célèbres d'Edo, dont Vuillard avait pas mal de feuilles. Deuxième point, pour Vuillard, cette collection n'est pas celle d'un amateur raffiné et éclairé, comme a pu le faire Monet ou Degas, qui, avant tout, attachait de l'importance d'abord à l'état de l'œuvre, au tirage. Il les mettait au mur encadrés, c'était vraiment un objet de collection. Pour Vuillard, il l'utilise totalement différemment, barbare, on va dire. Il l'utilise en fait comme un réservoir de formes, un réservoir d'idées. C'est dans un carton à dessin, il les sort quand il a besoin soit de se remémorer quelque chose ou de puiser une inspiration. C'est un réservoir d'idées. En fait, c'est un ensemble de solutions visuelles pour lui, à partir de 1890-91. C'est pour lui la possibilité d'un nouveau langage formel sur un mode symbolique et non plus imitatif, ce qui est très important pour les nabis.
l'idée des nabis, c'est effectivement de peindre une réalité mentale plutôt qu'un ultra-réalisme tel que l'académisme les y incitait avant. Et ça se fera à coup de planéité, de perspectives plongeantes, de composition décentrée ou coupée, et qui sont les nouveaux enjeux de la peinture d'avant-garde, et Vuillard, évidemment, en est un des porte-étendards. La fragmentation, mais aussi les formats verticaux ou franchement horizontaux, comme ici, qui sont les nouvelles résolutions d'un peintre en pleine élaboration de son lexique esthétique. Le recours à l'arabesque, on le voit ici d'ailleurs, au linéament, sont désormais des exercices voluptueux pour Vuillard. Il accentue même jusqu'au grotesque la torsion des choses. On l'a vu pour le flirt. On voit les mêmes linéaments qui d'ailleurs perdent l'œil dans cette version du sommeil. C'est surtout dans le portrait des actrices ou des chanteuses. Est-ce que c'est un hasard quand on voit les estampes japonaises collectionnées par les nabis? Et c'est là qu'il accentue justement le grotesque, la torsion des chanteuses ou des personnages de sa famille comme Marie ou sa mère. Marie est une sorte de souffre-douleur affectif pour Vuillard à cette époque. Alors voilà, ça c'est très beau pastel qui représente Biana Duhamel, qui était la chanteuse en vogue dans Les Beuglans, dans le rôle de Miss Elliott, qui a eu un énorme succès à l'époque. Voilà. On verra un peu plus loin, d'ailleurs, comment cette proportion à l'accentuation des courbes a aussi à voir avec la caricature et l'art populaire. Et en développant le principe de la ligne, Vuillard rejette les règles classiques de la proportion. On le voit dans Miss Elliott, évidemment, mais aussi dans le divan japonais. Aujourd'hui, tout le monde... Alors, c'est quelque chose qui, dans les... Je fais une petite parenthèse rapide pour montrer quelle avant-garde ça représente encore pour nous aujourd'hui. Dans les années 50, 60, jusqu'au début des années 70, jusqu'au début des travaux de John Russell aux États-Unis, en tout cas, on considère ça un peu comme des blagues potaches. On ne voit pas toute l'importance et tout l'apport que ça pourra avoir pour l'art, ne serait-ce que l'art du XXe siècle. Les années 50 américaines lorgnent beaucoup sur les solutions visuelles des nabis. Mais aujourd'hui, il y a une réparation. C'est un tout petit tableau, hein, il fait 20 par 20, je l'ai eu en main. Il est tout petit, alors évidemment dans son cadre il est un peu plus grand, mais décadré à l'examen, il est minuscule, et c'est un tableau qui s'est vendu récemment, Christie's ou Sotheby's, je ne sais plus, pour à peu près 3 700 000 euros. Donc aujourd'hui, on arrive à apprécier et le japonisme et les solutions visuelles inventées par les nabis à cette époque, et Vuillard en particulier. Alors, il y a également chez Vuillard une notion de perspective mouvante, typique également des estampes japonaises. D'ailleurs, là, je vous présente une de ces estampes à lui, qui s'appelle Maternité. En tout cas, de celles qu'il collectionnait, hein, qui compulsait régulièrement. Dans cette maternité, on voit bien le basculement de la table vers le bas de la feuille, basculement qui est accentué par presque la mise au carreau. On imagine une nappe à carreaux, évidemment, mais qui se résout dans une sorte de repère orthonormé, complètement vertical, et qui crée un basculement volontaire et radical, hein, et qui est là pour susciter cette impression de malaise spatial que Vuillard, plus que n'importe quel autre nabi, affectionne. Il y a une impression de flottement aussi. On voit... excusez-moi, je ne tourne pas la tête parce que j'ai un torticolis en fait, donc je vais plutôt regarder sur mon écran. On voit en plus petit, on voit que la chaise, il y a plusieurs perspectives à l'œuvre en fait dans cette estampe. D'ailleurs au passage, qui est une chose intéressante, c'est une estampe, une épreuve d'essai qui a été rehaussée au pastel
par Vuillard lui-même, ce qui est une chose plutôt rare, très rare dans sa production. Mais on voit qu'il y a plusieurs perspectives à l'œuvre, il y en a au moins 3. Donc celle qui bascule vers l'avant du motif à carreaux. Il y a en même temps cette perspective à hauteur d'œil de la chaise, et la mère et son enfant qui sont dans une sorte d'entre-deux, et le sol qui lui aussi se résout dans des verticales qui sont les mêmes que celles du mur. Alors, un autre trait caractéristique, c'est la présence du réseau de verticales et d'horizontales qui structure fermement la composition et qui provoque, alors voilà, et qui provoque cette sensation d'ambiguïté ou d'exiguïté dans l'espace. Alors ici, un de ses plus beaux tableaux, à mon avis, une espèce de condensé de tout ce qui fait sens chez Vuillard, un japonisme exacerbé. Tous les leurres visuels sont convoqués ici, et c'est l'histoire familiale, puisque la femme de dos, c'est sa sœur, celui qui passe la tête, c'est Roussel, et c'est en fait le début de l'histoire d'amour, alors brève malheureusement, entre Roussel et Marie, et là on est en 1893, c'est-à-dire que Roussel passe la tête à travers le gynécée que devait représenter l'atelier de couture de la mère de Vuillard, puisque là on est dans l'atelier de couture, on voit certainement la mère d'ailleurs qu'on voit à l'arrière, et il passe juste la tête pour s'assurer que Marie est là. C'est comme une sorte de chant d'amour extrêmement codé, bien sûr, comme toujours chez Vuillard. Et on voit bien dans ce prétendant tout ce que Vuillard a retenu des leçons de l'estampe japonaise, avec des espaces qui coulissent, ces paravents qui déterminent différentes lignes de fuite, mais le tout brouillé, embué, en confondant les motifs qui glissent les uns sur les autres, et d'une surface de fond à celle de devant. C'est à une dissolution des corps que nous convie ainsi Vuillard, et ça c'est un phénomène à l'époque Nabi qui se produit très souvent. On le voit nettement encore dans ce petit tableau de la fondation Angladon à Avignon, Angladon du Brugeot. Cette petite œuvre d'où émerge qu'un bout en fait une sorte de bout de personnage qui essaie de se détacher du mur, mais il nous faut un moment en fait pour que notre œil arrive à s'acclimater d'abord à l'incandescence des couleurs, et puis surtout pour réussir à saisir quel est l'étagement des plans. Le visage même alors une fois de plus c'est Marie, et le visage même de Marie tout au début. Alors quand on connaît l'image, évidemment elle apparaît tout de suite, mais pour ceux qui ne connaissent pas le tableau, l'effet est encore plus immédiat quand on est devant l'œuvre. Le visage de Marie n'apparaît pas en fait tout de suite. Voilà. Et je voulais la mettre en lien avec une estampe japonaise qui a fait partie de la collection de Vuillard, qui montre bien en haut à droite toute l'intrication des plans, des motifs, jusqu'à perdre la logique de la figure en fait. Et ça, cette dissolution des corps, c'est vraiment quelque chose chez Vuillard qu'on retrouve tout le temps, partout, jusque tard d'ailleurs. Bon, c'est un aparté très rapide, jusqu'à un tableau qui est au Met, que j'ai revu assez récemment, qui est un tableau des années 24 je crois, qui représente sa compagne, enfin la compagne de toujours, Madame Hessel, qui est vue au milieu des fleurs, et en fait, on ne voit pas du tout Madame Hessel. C'est vraiment comme un jeu d'images devinettes pour réussir à l'apercevoir entre deux campanules, mais effectivement elle est bien là, et c'est une espèce de métamorphose dissolution qui fait trait, encore en 24, directement à l'influence des estampes japonaises, évidemment, et de l'époque Nabi. Enfin, et c'est la dernière caractéristique d'importance qu'il nous faut noter,
dans les emprunts, dans l'interpénétration de Vuillard et du japonisme, c'est l'art de la réserve. C'est une caractéristique qui est vraiment propre à Vuillard et non pas au Nabi en général. Voilà, alors le tableau est dans l'exposition, il est magnifique. Magnifique justement parce qu'on voit presque à plus de 40% tout le carton dessous. C'est quelque chose d'extrêmement osé. On n'est même pas au début du XXe siècle. Et c'est ça, c'est pour moi l'art consommé de l'équilibre, bien sûr, entre surface peinte et surface laissée totalement vierge. En plus, si ma mémoire est bonne, je crois que le tableau n'est pas verni, ce qui est encore plus extraordinaire, parce que souvent ça caramélise les couleurs, et le carton la couleur du carton devient trop prégnante. Il est couleur un peu orangée, alors qu'ici c'est totalement nature et c'est vraiment une merveille. Donc on voit la platitude des choses, espèce de pareil, le rythme orthonormé des fenêtres des immeubles qui bordent le square des Batignolles, d'extraordinaires silhouettes, alors japonisantes s'il en faut, de la mer et de ses enfants, mais surtout la grande étendue de pelouse et les allées, grossies à l'envi, hein, mais qui sont laissées totalement vierges. C'est extrêmement audacieux. Ça fait bien sûr référence aux vues de paysage, hein, des estampes que Vuillard possède. D'ailleurs, celle que je vous montre est certainement une des plus radicales. On voit bien hein, le jeu des pleins et des vides, la feuille laissée totalement blanche de l'estampe, et puis toute la coloration qui rythme de façon extrêmement savante, comme le fait Vuillard également. C'est une sorte de... Avant la lettre, c'est la philosophie du less is more, hein, des minimalistes des années 60. C'est d'une façon plus générale tout l'art nabi de Vuillard qui est conçu selon cet art de la réserve. C'est-à-dire la capacité de traiter un tableau, certaines zones du tableau en réserve, et quitte à les remplir ensuite, hein, toujours avec un léger décalage qui laisse entrevoir une petite surface de carton, sans peinture, entre deux tons. Ça, on le comprend quand on a le nez, par exemple, sur je sais pas, les jardins publics. J'étais à Bruxelles récemment, ils ont un des panneaux des jardins publics qui est peut-être l'acmé de Vuillard en matière d'art décoratif. Et quand on s'approche, c'est là qu'on voit que tout a d'abord été conçu mentalement pour pouvoir réussir à élaborer cet art de la réserve. C'est assez difficile à expliquer, mais on comprend tout de suite. Tout est laissé en creux, en fait, et on remplit après. Mais il faut avoir l'organisation totale de l'œuvre en tête. Et en général, Vuillard là sur des petits morceaux de carnet qui font 15 par 21. Donc c'est assez extraordinaire. Voilà pourquoi je trouve que, par extension, cette œuvre de 98 montre encore, d'ailleurs, en 98, tout le tribut que Vuillard paye à l'estampe japonaise. On a vu donc comment les nabis, et Vuillard en particulier, ont offert une seconde vie à la postérité de l'estampe japonaise. Siegfried Bing, lui, voulait affirmer une approche exigeante et élitiste de l'estampe ukiyo-e, par des tirages d'époque, rares et précieux. Il voulait montrer par là le raffinement et la noblesse de la culture japonaise. Mais la postérité, quand on retiendra l'histoire de l'art moderne, sera un peu déviée. Pour des raisons économiques, par l'arrivée des tirages bon marché, comme on vient de le voir, dans les grands magasins parisiens et des grandes villes de province. Pour des raisons esthétiques aussi, car les nabis, avides d'un nouveau langage, s'en emparent et ne retiennent de fort que l'esthétique populaire, aux couleurs affirmées et aux perspectives radicales que proposent ces retirages de moindre qualité. L'estampe japonaise va agir alors comme un révélateur pour nourrir une synthèse entre plusieurs traditions artistiques qui toutes exclut l'académisme. Ça, c'est le point nodal des nabis, renverser la table de l'académisme, et qui va renvoyer donc l'académisme dans les cordes du rétrograde. Mais à mon avis, la vraie problématique dans toute cette affaire, c'est ce que l'estampe va réussir à condenser autour d'elle dans la conception des nabis. Elle va condenser une sorte de syncrétisme qui réunit une sensibilité pour le primitivisme, ce qui est très important, pour Vuillard aussi,
Est-ce que Gauguin appelait de ses voeux quand il parlait de faire la bête, entre guillemets, une sensibilité pour l'art populaire aussi, et jusqu'aux images enfantines ou caricaturales qui, mêlées à l'estampe extrême orientale, donnent les formes de l'art de Vuillard. Et c'est là que je voudrais en venir pour ma deuxième partie, qui va développer ce mot « au-delà », qui figure dans le titre de mon intervention. Car, selon moi, la force du japonisme chez Vuillard, c'est d'être mélangé à d'autres courants, d'autres influences qui viennent compléter, se substituer pour un temps ou pour renforcer les nouvelles voies qu'il a décidé de prendre. Et alors, ces nouvelles voies, j'en perçois plusieurs influences qui vont coexister ou se nourrir du japonisme. Ces différentes influences traversent l'art de Vuillard de bout en bout pour la peinture, pendant la peinture Nabi, pendant toute la période Nabi, et loin de contredire la prégnance du japonisme, elles viennent opportunément la compléter. La première influence que je vois, et on n'est pas si loin que ça, malgré les apparences du japonisme, c'est celle du médiéval. C'est l'importance du médiéval. Vuillard, il ne faut pas l'oublier, formé chez les maristes quand il est à l'école primaire, et l'enseignement des maristes et l'utilisation des images a certainement laissé une évidence pour la représentation médiévale dans le cerveau de l'artiste. C'est un des éléments essentiels du socle culturel de Vuillard, en tout cas, lui qui ne regarde pas uniquement les écoles du Nord du XVIIe siècle pour inspirer ses propres intérieurs, comme on l'a souvent évoqué, et qui est juste aussi, puisqu'il en parle dans son journal, il les illustre même, les tableaux du XVIIe, des écoles des Provinces-Unies ou de Belgique, mais on devine son intérêt pour le Trecento et le Quattrocento italien aussi, qu'après une relecture soigneuse de son journal et de sa correspondance, on peut deviner. Ses cartes postales aussi, celles qu'il achète et qui ont été conservées vierges dans ses archives jusqu'à aujourd'hui, et qui nous renseignent un peu mieux sur l'évidence italienne, qui me permet d'avoir été un peu escamoté jusqu'ici, et qui pourtant s'imbrique parfaitement dans le système vuillardien, en tout cas, avec l'estampe japonaise. Alors, je m'explique en images et avec quelques faits. Tout d'abord, on sait par le journal qu'il tient, dès 1888, une des particularités de Vuillard, c'est de tenir son journal sans rater une journée, de 1888 à sa mort en juin 40. Donc à retranscrire, ça m'a pris des années, d'autant qu'il écrit mal. Voilà, mais on sait qu'en 1888, il se promène souvent au musée de Cluny, le musée du Moyen-Âge pour les Parisiens, outre les collections médiévales du Louvre. Et il a par ailleurs une fascination pour la tapisserie. Il en parle comme d'un référent esthétique quand il songe par exemple à la composition et à la texture que devront prendre ces panneaux des jardins publics dont je viens de parler, le grand cycle décoratif qu'il conçoit pour Alexandre Natanson en 1894. Une fascination plus exactement pour la tenture des chasses de Maximilien, aussi magistrale tenture en 12 pièces de Bernard Banorlet, conservée au Louvre dès cette époque. Il n'a de cesse également de revenir toujours devant la tapisserie de la Dame à la licorne. C'est l'illustration que je vous donne ici, certes bien modeste parce qu'il ne l'a jamais faite en couleur, qu'il crayonne dans ses carnets dans les années 1890 comme ici, mais aussi dans les années 1930. On en a d'autres exemples que je ne vous montre pas parce que c'était plutôt tangent à notre sujet. Et que dire devant le cycle décoratif qu'il conçoit pour Henri Vaquez, ce qu'on appelle vernaculairement les panneaux Vaquez, qui sont conservés au Petit Palais à Paris, qu'il l'exécute en 1896. L'entièreté des 4 panneaux s'appelle Intimité, voilà, dont on voit ici un des 4 panneaux, et celui-ci, c'est musique, la musique. Alors, on voit bien, la prégnance du Millefiori ici. Alors, c'est extraordinaire de voir les 4 panneaux. Ici, c'est une des vues de l'exposition sur le décor Nabi qui avait eu lieu au Luxembourg. Fascinante. On voit bien d'abord l'unité des 4 panneaux, mais l'unité se fait par le fond. Bien sûr, se fait par les mauves, beaucoup,
les mauves et les verts, qui sont dans les conceptions ésotériques qu'affectionnaient les nabis, ce sont les couleurs spirituelles, les couleurs de l'esprit. Mais surtout, l'unité, elle vient de ce millefiori qui est derrière, et qui fait référence directe au millefiori médiéval, qui était certainement le motif le plus apprécié vers 1380. J'ai un exemple, mais on n'en a pas beaucoup, mais surtout pour l'art de la tapisserie sous Charles VII ou Louis XI, donc à partir des années 1420 jusqu'aux années 1480. Voilà. Donc millefiori dans les panneaux vaquaises, qui montrent bien la citation, sans détour, du motif incontournable de la tapisserie médiévale. Et dans ce même goût pour le médiéval, on retombe sur des formes de l'estampe japonaise, aussi l'aplati, le superposé, mais aussi les plans renversés, comme on vient de le voir. Voilà. D'un côté, on a alors L'homme et les deux chevaux, qui est une œuvre de 1890, et puis effectivement, alors j'ai mis le cœur d'amour épris de Barthélemy Deck. J'aurais pu mettre toute une litanie de miniatures qui correspondent avec toute une série de pastels de ces mêmes années et qui jouent aussi de la platitude, de l'étagement des plans, d'un certain hiératisme et d'une simplification des formes qui n'a rien d'enfantine, mais qui au contraire est très élaborée. Voilà. Mais je trouvais que c'était assez parlant. Il faut aussi envisager un goût prononcé pour un Moyen-Âge troubadour et vaguement ésotérique que certains des nabis les plus théoriciens, comme Denis, Rançon ou Sérusier, ont pu développer, et ce, dans le champ de la scénographie théâtrale. Vuillard y prend part, bien sûr. Il collaborera à cette aventure médiéviste en concevant des décors, dont malheureusement presque tous ont disparu. Il nous reste la farce du pâté, qui est dans les collections du musée Maurice Denis, Saint-Germain-en-Laye. Alors c'est l'époque du théâtre des marionnettes, donc le décor n'est pas un décor grandeur nature, c'est comme une petite maison de poupée en fait. C'est vraiment la mode du théâtre de marionnettes, qui est pareil, un des sommets du théâtre symboliste à ce moment-là. Et évidemment, les nabis sont de la partie, et non seulement ils sont de la partie, mais ce sont les initiateurs de ça, puisque, et j'y reviens, Vuillard conçoit des décors pour des pièces, des pièces médiévales, on pourrait même dire moyenâgeuses, tant les références parfois sont un peu patapouf, notamment dans les petits costumes conçus pour les poupées, exécutés par Maurice Denis. C'est un médiéval de théâtre un peu, mais en tout cas, il y a quand même une attirance pour l'esprit chevaleresque, pour le Hénin et le château fort. Je parlais de la farce du pâté, il y a aussi, alors moins drôle que la farce du pâté, les 7 princesses, qui, comme son nom ne l'indique pas, justement, n'est pas du tout un conte, mais une pièce glaçante de Maurice Maeterlinck. Et Vuillard conçoit le décor des 7 princesses en 92. Alors on ne sait pas ce qu'il a fait, puisque, une fois de plus, ça a été perdu. On connaît aussi de lui un projet de frontispice pour Berthe au Grand-Pied, avec un poème qui est un poème épique du XIIIe siècle, et Vuillard avait même poussé la citation primitive, du primitivisme médiéval, à mettre une banderole, comme un phylactère, pour y inscrire le titre de la pièce. La présence du phylactère renvoie bien sûr aux annonciations italiennes, dans lesquelles les paroles de l'incarnation prononcées par l'archange Gabriel se déroulent dans des rubans de mots. Et justement, l'art italien, la référence à l'art du Trecento et du Quattrocento sont un des aspects les moins étudiés dans ce moment-là de l'œuvre de Vuillard, mais au Louvre ou à Rouen, Vuillard copie pourtant les Italiens. On a conservé
Pardon, ça, voilà, et cette princesse. Bon, c'est un projet de frontispice de Rançon. Revenons à nos Italiens. Ça, le tableau original est un tableau de Véronèse, et il est conservé au musée de Rouen. Et Vuillard le copie, et ce très tôt, en 1890. Et on voit bien tout le tribut payé au maître italien. Alors, certes, c'est Véronèse, XVIe siècle, ou parfois il copie Raphaël, sur des feuilles ou dans les pages de son carnet, mais Vuillard sait que des maîtres anciens naissent les formes nouvelles de l'art qui reste à élaborer. Et même quand on n'a pas gardé autant de traces de son appétence pour l'art primitif italien, on peut cependant, par porosité, comprendre l'intérêt qu'a exercé les primitifs italiens sur le jeune Vuillard. Comme je disais tout à l'heure, on a conservé des cartes postales soigneusement rangées et mises en boîte par Vuillard, et qui, comme les estampes japonaises, servent de boîte à idées pour venir au secours lors de ces crises de doute à répétition. D'ailleurs, une lettre de Vuillard, datée de novembre 1892, et qui s'ajoute aux petites vignettes dessinées du journal, mentionne son périple avec Roussel en Belgique, à Amsterdam et à Londres. Et à Londres, alors c'est une lettre à Vercade. Quand il est à Londres, il va à la National Gallery avec Roussel, et il dit à Vercade, dans cette lettre, toute l'admiration qu'il porte pour les Italiens, Fra Angelico et Fra Filippo Lippi en tête. Alors, on sent la prégnance prosélyte de Maurice Denis, pour qui le Beato Angelico était le prince des peintres. Bon, Vuillard a toujours été un peu en retrait des grands élans théoriciens et mystiques et de Denis et de Vercade, mais on voit quand même qu'il ne cite que deux peintres dans tous ceux qu'il a vus à la National Gallery de Londres, c'est il Beato Angelico et Fra Filippo Lippi. Donc, on est tenté, à la lumière de cet aveu, de rapprocher les formats de kakemono, qui sont les formats verticaux de l'estampe japonaise, et que Vuillard utilise, comme dans ce caraco orange, des parties... Pardon. Hop, j'ai perdu ma page. Des parties latérales des polyptyques du Quattrocento italien. Ça, c'est une œuvre, partie d'une œuvre qui est visible au Louvre et que Vuillard et qui était déjà en exposition dans les salles du Louvre. Alors, ça n'est pas antinomique avec les kakemono, mais c'est aussi certainement une partie de son inspiration. Mais alors, de façon plus ambitieuse, ma démonstration va jusqu'aux grandes décorations que Vuillard élabore dans les années 1890. Alors, que dire à la lumière des primitifs italiens, des dessus de porte pour Paul Desmarets? La première commande décorative passée à Vuillard en 1892. On s'est aperçu d'ailleurs, à la faveur de la rédaction du catalogue raisonné, il y a 20 ans, que ça n'était pas 6 dessus de porte pour 6 portes, mais pour 2 portes seulement. Ça veut dire que Vuillard avait décidé de les empiler 3 par 3 au-dessus de chacune des 2 portes. C'est un choix curieux pour des dessus de porte qui ne respectent pas la tradition des dessus de porte. Mais pour moi, ça prend tout son sens quand on regarde les grands modèles qui ont toujours été Piero della Francesca et plus loin, ou plus avant, en tout cas dans le temps, Taddeo Gaddi qui... alors, Piero della Francesca, on le connaît tous, c'est le cycle de la Vraie Croix à Arezzo, qui ne se présente pas du tout comme ça. Là, c'est un montage. En fait, il y a une paroi est et il y a une paroi ouest, mais en fait, les panneaux ne sont pas à lire verticalement, mais horizontalement. De même que pour Taddeo Gaddi, on voit bien que le répertoire des formes et le sens de la narration va d'une lunette à une autre, et après, ça fonctionne par ligne. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe dans les panneaux, dans les dessus de porte des Marais? Les 2 ateliers fonctionnent en ligne, les 2 cours bavées fonctionnent en ligne aussi, et les vues de parc, avec les nourrices et les jeux d'enfants, fonctionnent en ligne.
Alors, on pense en parallèle, pour renforcer mon idée, à ce que fait Roussel au même moment. Dans ces deux œuvres énigmatiques, dont on peine encore aujourd'hui à comprendre leur destination, j'ai dû écrire un texte il y a peu de temps sur le panneau du bas, et on attend toujours de moi que je trouve ce pourquoi c'était fait, mais les faits résistent. Je ne sais pas. Certainement un décor pour une mairie, mais on n'en sait rien. Ce qui compte, en fait, plus que la destination de l'œuvre, c'est de savoir ce qui s'est passé à ce moment-là. Il faut savoir que Roussel travaille dans le même atelier, rue Pigalle, travaille dans le même atelier que Vuillard à ce moment-là. Et l'essentiel n'est pas effectivement dans la destination de ces deux œuvres, parce qu'on s'aperçoit que dans les mêmes années, et c'est d'ailleurs la même année à mon avis, 1892, Roussel élabore aussi des panneaux oblongs, comme ceux de Vuillard pour démarrer, et on détecte aussi chez lui, outre la citation dont on parle souvent, mais à mon goût lointaine pour Puvis-de-Chavannes, on détecte la citation, la référence presque directe aux peintres ombriens du XVe siècle, dont les tableaux ou les prédelles, comme ceux du Pérugin, ont servi de modèle. Pour aller un peu plus loin dans la chronologie, même avec la stricte séquence, même après la stricte séquence des expérimentations Nabi, entre 1890 et 1895, stricto sensu, on trouve encore chez Vuillard une référence à peine voilée à l'art du portrait du XVe siècle. Comme dans ce portrait de lui, récemment redécouvert, cet autoportrait, ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que cet autoportrait, on le situe très bien, c'est à Villeneuve-sur-Yonne, à cause de la barre qui passe derrière son dos et à cause de l'esthétique du portrait. Il se livre à ce moment-là, il est en mal d'inspiration. Il se livre à ce moment-là à toute une série de portraits, il va faire poser tout le monde, Missiane Attenson, enfin tous ceux qui l'entourent, Toulouse-Lautrec, voilà. Et on voit bien que cette petite série de portraits appartient à la même esthétique un peu hiératique, à cette espèce de réalisme un peu acéré qu'on retrouve dans certaines œuvres qu'il a certainement eu l'occasion de regarder au Louvre, puisque celle-ci est au Louvre. Une fois de plus, et ceci n'est pas tout à fait une surprise, quand on note ce prisme vers l'art italien, c'est que alors, par ailleurs, les commentateurs de Vuillard n'ont pas toujours explicité toutes ces influences qui s'étaient mélangées, mais c'est un véritable processus d'immixtion aux possibilités offertes par l'estampes japonaises. C'est à mon avis une synthèse qui est essentielle à comprendre pour apprécier l'art de Vuillard. Et synthèse qui s'enrichit encore d'un autre pan d'inspiration, qui est une autre forme de l'avant-garde chez Vuillard, qui mêle aussi aux influences japonaises, qui mêle aussi les influences japonaises dans sa production, c'est l'art populaire. Voilà le portrait de Chipa, Godebski, dont on voit bien quand même la parenté avec tout l'art du portrait du style 1500 en gros, de 1480 à 1510, voilà. Alors, pour l'art populaire, il a été dit peu de choses, notamment sur son influence sur la peinture Nabi de Vuillard. Alors, il faut quand même rendre à César ce qui est à César. Il y a eu une exposition organisée en 1988 par Patricia Eckert-Boyer aux États-Unis, dans le New Jersey, au Dimmerly Museum, qui avait mis l'accent sur ce thème, en montrant combien l'intérêt des nabis pour l'art populaire avait en fait coïncidé avec la valorisation du retour à un œil primitif, très important pour les nabis, à une logique souhaitable en art et qui serait de l'ordre de l'enfantin. Et j'y arrive. Seule façon, une nouvelle fois, de se débarrasser des impératifs académiques. Deux directions, moi, me paraissent importantes à noter. L'illustration humoristique et les journaux satiriques de l'époque, dont la production est florissante, et le succès du théâtre d'ombre du Chat Noir à Montmartre au même moment. On a vu que Vuillard était à la recherche d'un nouveau vocabulaire artistique et qu'il voulait renverser les dogmes de l'académisme dans sa recherche d'une expression plus primitive, plus décorative, moins illusionniste.
Vuillard utilise de concert l'estampe japonaise et la culture populaire, qui, comme l'art du Japon, peut aussi expliquer l'utilisation audacieuse des silhouettes aux couleurs plates ou l'utilisation de la caricature. Bon nombre des qualités de raccourci, d'efficacité plastique, dit autrement, que l'on apprécie chez Vuillard, ne viennent pas seulement des estampes japonaises, mais également du lexique des illustrateurs humoristiques. On peut parler chez Vuillard d'une véritable utilisation de la caricature, comme une façon d'être Ross chez Vallotton au même moment, mais surtout pour accentuer les sinuosités, les lignes, et fixer l'attention dans un sens plus surprenant que le portrait classique. Je pense qu'il y aboutit en épinglant son frère Alexandre. Alors Alexandre n'a pas du tout le mental de son physique, je vous rassure, c'est un homme extrêmement fin, plutôt sobre parce qu'on le représente toujours, enfin Vuillard le représente toujours un peu rougeau, mais c'est un homme aux qualités, à la pénétration psychologique qui est étonnante de découvrir quand on lit sa correspondance. Et puis évidemment toujours Marie à gauche, Marie qui s'ingénie à ne pas rater à cette époque-là, jusque dans les années 95-96. Et c'est Coquelin-Cadet qui offre à Vuillard, l'acteur Coquelin-Cadet qui offre à Vuillard l'occasion de se frotter à l'univers débridé des incohérents, ce mouvement Montmartrois qui joue avec l'absurde dans la production d'œuvres d'art qui, aujourd'hui, apparaissent un peu comme une sorte de surréalisme avant la lettre. Encouragé certainement par le goût de les normes que montre l'acteur Coquelin-Cadet, Vuillard, qui lui consacre toute une série d'aquarelles pour l'immortaliser dans ses rôles célèbres, alors démarche ô combien japoniste d'ailleurs, Vuillard va tirer quelques-unes de ses mises en scène les plus audacieuses. Cette série des aquarelles de Coquelin-Cadet, comme on dit, elles sont au nombre d'une trentaine, fige l'acteur caricaturé dans ses meilleurs rôles, où la mise en page japoniste le partage à l'énormité des cadrages, des couleurs, des expressions. On trouve à ce moment-là des références à l'art des incohérents que Vuillard n'a pas pu ignorer. Je voudrais qu'on compare très rapidement ce portrait burlesque, justement, de Jules Lévy, le patron des incohérents, avec celui qu'en fait Vuillard, celui de Coquelin-Cadet, dans Le mariage de Figaro. C'est la même blague, en fait, de la tête seule, coincée dans un réseau de lignes, à droite comme à gauche. Je vous montre ça, on peut multiplier les exemples, mais évidemment, on n'a pas le temps ici. En fait, toutes les aquarelles de Coquelin-Cadet, et on le voit dans le catalogue des expositions, utilisent des cadrages, effectivement, qui sont propres à l'illustration caricaturale, qui utilisent le cadrage serré, les couleurs extrêmement clinquantes. On parlait de l'image d'Épinal, on va y revenir tout à l'heure. Par ailleurs, on retrouve dans l'art populaire, comme dans l'estampe japonaise ou les œuvres relatives au théâtre que Vuillard conçoit à cette époque, la même horreur du vide, la même aurore vacouille portée à son extrême, comme ici. À la même époque, à la fin des années 1880 et au tout début des années 1890, on voit nettement chez Vuillard les silhouettes noires se profiler un peu partout. Alors, pardon. Voilà à droite une des aquarelles pour Coquelin-Cadet. C'est aux limites de l'illisible. On va en parler tout de suite. Et son équivalent en estampe japonaise, si on peut parler d'équivalent, parce que bien sûr, c'est pas, une fois de plus, c'est pas une translation, mais on voit toute l'intrication des plans, des couleurs et la négation des volumes pour rendre l'image et plus difficile à lire et plus efficace. On voit donc des silhouettes noires se profiler un peu partout dans l'œuvre de Vuillard au début des années 90. Et là encore, il faut le penser dans le cadre de l'art populaire, car le succès du théâtre du Chat Noir bat son plein à cette époque. Les décors plats et les silhouettes tout aussi plates sont faites en tôle noire. Alors, à droite, je vous présente une vue générale de ce qu'était le Chat Noir. Ça, je pense que c'est dans sa dernière version, enfin sa dernière installation. Il y a eu plusieurs adresses. Celle-ci doit être la dernière, et c'est au moment où vraiment les scénographies sont de plus en plus... Le jeu des tôles qui passent devant cet écran sont de plus en plus sophistiqués, mais on voit bien la citation directe que Vuillard peut en faire. Voilà. On y retrouve le goût de Vuillard pour les surfaces plates, pour une esthétique
en apparence sommaire, simplifié, mais une fois de plus, en réalité, pensé pour évoquer et pour manipuler un langage poétique. Dans cette œuvre à gauche, conservée à Montréal, Musée des Beaux-Arts de Montréal, on remarque d'ailleurs, c'est amusant, la redondance du théâtre d'ombre qui sert à illustrer une représentation théâtrale. Vuillard est coutumier des mises en abîme de ce type, presque comme un jeu de mots en fait. Le théâtre d'ombre du Chat Noir est littéral dans cette œuvre, qui montre alors là la littéralité de la citation du théâtre du Chat Noir, puisque on a l'écran, on a les ombres, des deux femmes qui se penchent par la fenêtre, beaucoup plus filtré et inquiétant dans ces deux corps noirs qui se tiennent comme des spectres. Alors, un autre exemple, voilà, d'influence du Chat Noir. Mais je parlais de l'inquiétante étrangeté de ces corps noirs qui glissent d'un espace à un autre, qui se tiennent comme des spectres. Ici, l'extraordinaire peinture conservée à Martigny, à la Fondation Dianada. Pareil, c'est un des sommets de Vuillard. Il y a tellement de choses dans cette peinture. Et autre exemple de la porosité de l'esthétique du Chat Noir sur Vuillard, cette silhouette de Marie, rue de Calais, une extraordinaire aquarelle. Ce sont des spectres, mais d'ailleurs, chez Vuillard, c'est assez courant, l'utilisation du dramatique pour montrer un effet drôlatique, un peu, parce que évidemment, on est aussi un peu dans le domaine de la caricature étrange en même temps que le Chat Noir ici, et Marie qui se tient d'un seul bloc, toujours avec un peu un air hagard. Elle n'était pas comme ça en réalité. C'est une mauvaise dramatisation, mais qui sert à l'art de Vuillard. Voilà. Un dernier point sur l'imagerie populaire que Vuillard mélange à l'art du Japon, c'est le concept d'image potentielle. Ce sera mon dernier point des références à l'art populaire. L'idée d'image potentielle, ce n'est pas un mot de moi du tout, c'est un concept qui est noté qui a été élaboré par Dario Gamboni, qui en a fait un ouvrage d'ailleurs passionnant, pas simplement sur les nabis, mais aussi sur tout l'art moderne et l'art contemporain. C'est un ouvrage sorti en 2002 ou 2003, qui s'appelle Potential Images, et qui est un ouvrage assez savant, en général, et qui réserve une partie au nabi, et à Vuillard, bien sûr. Qu'est-ce qu'une image potentielle? C'est assez simple. Il existe chez Vuillard une propension à compliquer, à retarder, voire à empêcher la détermination des objets dans l'image produite. C'est un procédé propre aux estampes japonaises, comme on l'a vu, en mêlant les différentes perspectives, en intriquant le fond et la forme, ou en perdant l'œil d'une surface à une autre. C'est ce même procédé que reprend de son côté une partie de la culture visuelle populaire, en l'augmentant d'un aspect ludique, celui d'une image devinette. Alors à dessein, j'ai pris le petit tableau d'Orsay qui est montré dans l'exposition. Petite chose, pareil, extrêmement synthétique. Et je la mets en parallèle avec ces images de vignettes. On a tous joué à ça, je pense, quand on était enfant, essayer de retrouver le profil dans le profil, ou la figure qui se cache dans les plis de la robe. Voilà. C'est ce qu'on appelle une image de vignette. Par exemple, voilà une figure qui se dissimule dans une autre, comme ici, par un procédé de fragmentation, de changement d'échelle ou d'inversion. Vuillard, en fait, est un grand adepte des ruses optiques. Alors, on pourrait se demander s'il y en a une, mais il n'y en a pas, à mon idée, il n'y en a pas dans le panneau d'Orsay de la femme au chapeau vert, mais on peut se demander ce qu'est cette sorte de forme sur son crâne. C'est quand même un chapeau bizarre qui ne correspond pas du tout à la mode de l'époque d'ailleurs. Donc il y a forcément une translation du regard qui opère, et forcément en influence, sous influence de ces images de vignettes.
Bon, bien, la plupart des couleurs se dissolvent hein, dans le voilà. Et jusqu'aux formes. Moi-même, j'ai mis du temps au début, quand je n'avais que cette image en noir et blanc, à comprendre ce que ça pouvait être. Le titre me renseignait, mais bon, j'ai compris depuis. Mais voilà, c'est ces astuces visuelles qui sont caractéristiques de l'art de Vuillard. Ça, on peut dire que c'est une très belle découverte de l'exposition. Je l'ai vu avec une gourmandise non dissimulée. C'est un extraordinaire petit tableau, 15 par 17, et small is beautiful, comme disait l'économie américaine des années 60, mais ici c'est vraiment ça. Plus c'est petit, plus c'est beau, et plus c'est difficile à lire par la même occasion, et c'est le but de Vuillard. On retrouve la même confusion du regard hein, dans cette très belle œuvre. Hein. On retrouve la même confusion du regard aussi dans la déclamation. Alors, pardon, j'ai inséré cette image. Voilà, image ectoplasmique, bizarre, entre le burlesque et le dramatique. C'est en fait Marie, en 1895, abandonnée par son époux après avoir fait une fausse couche. Et qui reste pensive dans une pièce noire. Mais plutôt que d'avoir évoqué avec des outils dramatiques, c'est ici sous forme de devinette, avec toujours ce goût pour le linéament et l'image à deviner. J'en arrive, voilà, alors l'illusionniste, pareil, autre image devinette. On peut mettre du temps à comprendre la forme au premier plan, une espèce d'empilement de volume, et qui en fait est une femme en col de fourrure et son chapeau vu de dos. Voilà. C'est un procédé qu'il utilise assez souvent, et même jusque tard. Il représente une séance jusqu'en 38, parce qu'il représente une séance à l'Assemblée, une séance à l'Institut, et il y a ce même leurre visuel des personnages vus de dos qui occupe tout le premier plan. On ne sait pas ce que c'est en fait au départ. Voilà. J'en arrive à ma déclamation du conservatoire, qui, pareil, est très difficile à lire, comme le petit tableau de la collection Arcas. C'est aussi de la même esthétique que les aquarelles pour Coquelin-Cadet, puisque ça n'en fait pas partie, mais c'est exactement la même époque. Et c'est l'époque où Vuillard pousse aux extrêmes limites la lisibilité du sujet. Ici, il y a un jeu de métamorphose, hein, de confusion savamment déliée entre le lettrage et les têtes répétées des personnages, où surnage d'ailleurs Coquelin-Cadet, qui est celui qui est au centre, à gauche. Mais qui arrive à lire concours de déclamation du conservatoire hein, bon. C'est fait. Alors, il y a une version en couleur qui est conservée à la National Gallery de Londres, qui évidemment est plus lisible, mais c'est plus drôle de la voir en noir et blanc. D'ailleurs, la première version est en noir et blanc. Ici, elle est conservée dans une collection particulière à New York. Et même quand on l'a sous les yeux, c'est encore pire que de la voir en diapositive. On n'y comprend rien, en fait, au départ. Ce qui ressort, c'est pas du tout la confusion, parce que tout ça est très organisé, mais c'est tous les linéaments, et une fois de plus, le jeu sur le noir et le blanc. Voilà. Alors, notons qu'on retrouve aussi ce jeu de glissement hein, dans les panneaux vaquaises qu'on a vu précédemment. Je vous remontre un autre panneau juste pour le plaisir, bon, c'est extraordinaire. C'est un jeu hein, où les motifs floraux migrent du tapis au coussin, du dessus de porte aux robes, dans une myriade de mouchetages et de taches qui en fait sont là pour homogénéiser la texture du tableau, comme s'il n'y avait qu'un seul plan, hein, un peu justement à la façon d'une tapisserie. Voilà. En conclusion, j'ai été un peu long, pardon. En conclusion, le japonisme a-t-il survécu après l'époque Nabi? Oui, bien sûr. Car contrairement aux séquences bien étanches que nous enseigne l'histoire de l'art stricto sensu, l'art, c'est pas évolutionniste. Ça progresse pas uniformément dans un seul sens. C'est particulièrement vrai pour Vuillard, qui jusque tard, presque dans les années 20, hein, met encore en page des œuvres
à l'inspiration directement japoniste. C'est d'ailleurs un des grands mérites de l'exposition, c'est évident. On ne s'arrête pas en 1895, et il est évident qu'il faut aller au-delà, et bien au-delà, comme vous l'avez fait, et qui est de montrer que le milieu est aussi prolifique, aussi fécond que l'a été la période Nabi, et que, évidemment, le japonisme ne s'arrête pas en 1900 comme un seul homme. Pour preuve, d'ailleurs, les photographies de Vuillard, qui montrent les estampes japonaises de sa collection, punaisées au mur de sa chambre. Alors là, je ne sais pas si je peux me déplacer avec mon micro. Oui, super. Là, en fait, les estampes, je vous les montre parce que vraiment, il faut connaître, elles sont tout là-haut. Les deux qui sont là-haut, elles sont punaisées n'importe comment. On voit d'ailleurs la différence de préhension entre les impressionnistes qui collectionnent encadré, soigneusement protégé de la lumière, etc. Et Vuillard ou ses copains Nabi qui punaisent ça au mur parce qu'une fois de plus, c'est un réservoir d'idées, c'est des objets à utiliser. Là, on est en 1910. Pardon. Voilà. Je vous en montre une autre. Je crois que dans le parcours de l'exposition, il y a des grands blow-up. Et ça, c'est extraordinaire. En fait, c'est comme ça qu'il faut regarder les photographies de Vuillard, parce que sinon, celles que je vous montre, je n'ai pas noté les dimensions, je ne les avais pas sous la main, mais en gros, c'est 8 par 8 ou 9 par 9 cm. Donc c'est tout petit. Et plus on les agrandit, plus elles sont extraordinaires, et plus les cadrages, pas forcément celle-ci, mais plus les cadrages de la majorité des photographies qu'il prend sont contemporains, extraordinaires. Donc, merci d'avoir tiré les blow-up parce que ça montre vraiment la qualité photographique de l'œuvre de Vuillard. Et là, effectivement, on a encore des estampes japonaises qui se situent tout en haut, au-dessus de la petite tanagra punaisée au mur, utilisées vraiment comme des outils. Voilà. Donc, il y a une vie du japonisme après 1900, bien sûr, mais c'est aussi... bon. Je passe sur les mentions du journal. Il fait d'ailleurs plus mention des noms propres et du mot japonisme dans son journal à partir des années 10 qu'au début. Au début, il n'y a pas de mention du japonisme dans le journal. Il faut aller chercher le mot crépon. Alors, comme je l'ai retranscrit de A à Z, je peux faire maintenant des appels de notes, des recherches. Et si on cherche Hiroshige au début, il n'y a rien qui sort. Si on cherche japonisme, il n'y a rien qui sort. Et ce, jusqu'en 1908 ou 9. C'est intéressant d'ailleurs, parce qu'après, il appelle les choses vraiment par le nom qu'on utilise aujourd'hui, nous, à l'époque contemporaine. Auparavant, il utilise le mot Japon ou le mot crépon, ou voilà. Le journal en parle donc, et jusque tard, puisque Vuillard fait des allers-retours constants entre ce qu'il a fait à l'époque Nabi et qu'il conserve dans son atelier, les estampes japonaises qu'il conserve dans un grand classeur, enfin pardon, un grand carton à dessin, ou qui punaise sur les murs de son atelier ou de son domicile, donc un aller-retour constant. Et puis, évidemment, ça se voit dans la peinture, ce que montre bien l'exposition. Alors, là, souvent cité, d'ailleurs, pour montrer que Vuillard, la proximité de Vuillard au plus près de l'essence japonaise. Alors, ça s'appelle l'autoportrait dans le miroir du cabinet de toilette. Alors, l'autoportrait est presque accessoire. En fait, ce qui compte, c'est toutes les références artistiques qui sont autour de lui. Il y a Michel-Ange, il y a la Cérès de Stabi, il y a un Poussin et une estampe japonaise ici qui lui a appartenu. Voilà. Extraordinaire tableau en collection particulière à New York. Je pense que ça n'a pas bougé. Et qui malheureusement est très rarement prêté. Merveilleux tableau qu'on a eu l'occasion de revoir grâce à l'exposition. Le crépuscule au Pouliguen. Alors là, ça se passe de commentaires, c'est presque du Sam Francis. Et évidemment, on pense à toutes les vues d'Edo, de Kyoto, les paysages. Pas simplement de la collection de Vuillard, mais tout ce que les estampes japonaises ont pu produire au XVIIIe siècle et au XIXe siècle, tout ça est là. 1908, c'est d'une audace extraordinaire. Voilà encore en 1910 une belle citation du japonisme, avec ce chemin. Alors,
C'est assez amusant, vous en avez fait grâce, mais on a une photographie aussi, une photographie japoniste, qui reprend exactement le même cadrage. La photographie, d'ailleurs, a été faite après le tableau, c'est assez amusant. Mais on voit le chemin qui monte, là où il devrait y avoir une perspective de profondeur. Tout s'étage, en fait, en un seul plan, à la façon d'une estampe. Évidemment, je ne résiste pas au plaisir de vous montrer voilà, l'étagement des plans, qui est encore à l'œuvre en 1908, avec ce très joli pastel, ignoré d'ailleurs, qui dort à Limoges. C'est un dépôt du musée d'Orsay, c'est bien dommage. J'essaie de réveiller, on n'a pas pu le faire. Ah, c'est ça, voilà. En général, c'est difficile. Et d'ailleurs, preuve qu'on devrait le réveiller plus souvent, Vuillard le cite ici. Il est là. Et il est tout là-haut, là. Voilà. Donc il faudra dire ça à Limoges la prochaine fois. Et c'est Orsay, je sais, c'est un dépôt. Voilà. Et puis, bien sûr, alors, encore référence japonaise, on est en 1903 ou 1904, peu importe, c'est la période transitoire, avant 1905 en tout cas, entre 1901 et 1905, et on voit encore un cadrage encore très très audacieux que le Vuillard Nabi n'aurait pas répugné à faire, une espèce de raccourci perspectif assez extraordinaire. C'est une œuvre, une fois de plus, que j'ai eu l'occasion d'avoir en main il y a un an et demi. Quand on l'a en main, on a du mal à voir en fait au départ ce que c'est. Et bien sûr c'est très émouvant, Annette, sur la plage de Villerville, où on voit non seulement, pas forcément l'art de la réserve, parce que tout le sable de Villerville est représenté, mais toute la perspective qui bascule vers l'avant, et le réalisme de la scène, parce que moi je suis d'Honfleur, donc c'est juste à côté de Villerville, je peux vous dire que ça ressemble exactement à ça aujourd'hui, et ce qui est quand même assez extraordinaire. Voilà. L'ultime réflexion, et j'en finis là, qui émerge de tout ça, c'est un paradoxe, encore un, c'est que Vuillard a nourri son art de l'avant-garde, en pétrissant l'art du passé, japonisme, goût pour le Moyen-Âge, italianisme, art populaire. Il en est sorti comme une formule magique, une audace créative, hors du commun, à la fois visuelle, intellectuelle et émotive. Et après la Première Guerre mondiale, on constate que, bien que Vuillard tente encore de frotter la lampe pour en faire sortir le génie, le recours aux grandes références du passé cessera d'être aussi fécond et le placera dans une attitude un peu figée, d'héritier de la grande tradition, en ayant laissé partir l'avant-garde loin ailleurs, vers l'exotisme de l'islam ou des arts africains, dont s'emparent alors Matisse et les cubistes. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté un peu longuement, pardon. Merci infiniment, Mathias. C'était absolument passionnant de vous écouter égrener la multiplicité des influences qui se sont exercées sur le jeune Vuillard, le japonisme étant bien entendu un accent, un apport parmi d'autres que nous avons souhaité dérouler dans cette exposition. C'est vraiment le socle quand même pour Vuillard. Pardon ? C'est quand même le socle pour Vuillard. C'est le socle, oui. Et vous avez évidemment, vous êtes revenu longuement sur le japonisme. Rappelons que l'origine de ce projet, c'est un petit tableau très japonisant de notre collection. C'est ce qui nous a donné l'envie de raconter cet aspect-là, en particulier des recherches de Vuillard au tout début de sa carrière. Et vous l'avez évidemment admirablement complété en nous montrant que l'artiste très érudit, très savant, très intéressé par l'histoire de l'art s'était abreuvé à de très nombreuses sources. Une question qui me taraudait, parce que vous êtes revenu vers ces photos qu'il a faites, vous nous en avez montré quelques-unes vers la fin de votre exposé, cet effet blow-up qu'on a en effet quand on agrandit ces toutes petites photos de Vuillard. Sur la dernière que vous avez montrée, on voit sur sa cheminée il y a un buste de la Vénus de Milo. Et ça, c'est un apport très classique, évidemment très fondamental. Les jeunes artistes à l'école des Beaux-Arts, à l'époque encore, devaient commencer par dessiner l'inanimé, des modèles en plâtre, des grands groupes antiques. Est-ce que cette influence-là, c'est quelque chose, est-ce que c'est juste anecdotique, il l'a sur sa cheminée comme ça, comme une espèce de bravade, ou pas ? Non, je pense pas. Alors, on ne sait pas vraiment quand il a fait l'acquisition. Je pense que c'est au début du XXe siècle.
Mais je pense justement qu'il commence à réfléchir à la place qu'il peut avoir. Après les expérimentations Nabi, Vuillard cherche en fait, un peu comme tous les autres, Maurice Denis le premier, il y a un retour au classicisme. Maurice Denis, on le date assez communément de 98, d'une lettre, d'un échange très motivé entre Denis, très motivé, très théorique entre Denis et Vuillard, où Denis reproche à Vuillard de peindre selon sa sensation, là où il faudrait revenir à une peinture aux mesures classiques. Donc c'est quand même un grand... Bon, c'est ce que Jean-Paul Bouillon appelle par exemple pour Maurice Denis le tournant classique, mais c'est vrai que tous les nabis reviennent au début du siècle à une perspective plus classique, plus desserrée. Bon. Et je pense que Vuillard n'a pas pu ne pas se poser la question de savoir ce qu'allait être sa place dans l'art à partir du moment où le temps des expériments, des audaces nabis était révolu. Et comme on l'avait vu avec Martin pour le cycle au Louvre, avec Martin Schwander, il y a une chose très importante pour lui, c'est de retourner aux fondamentaux et justement de ses promenades au Louvre, qui sont ces espèces de bouées. Quand il est perdu, il va au Louvre. Et effectivement, la Vénus de Milo, à mon avis, paraît être un des ancrages possibles au questionnement qu'ont dû bouillonner dans la tête de Vuillard au début du siècle, Verdi. Il y a une période de flou, d'ailleurs, dans sa production, ce que certains, assez méchamment, ont appelé une période un peu feignante. Mais c'est vrai, il y a la même chez Bonnard. C'est moins de la feignantise, parce qu'il travaille énormément, ce qui n'est pas le cas de Roussel, mais c'est surtout une période de questionnement, où il cherche à nouveau un nouveau système formel. Voilà. Et je pense que la Vénus de Milo est là pour essayer, est comme une sorte de vigie. D'ailleurs, il la déplace partout. Et d'ailleurs, on l'a conservée, nous, aux archives. Elle est encore, elle trône sur nous, voilà, elle veille sur nous encore. Voilà. Mais je pense que c'est une vigie. En plus, c'est pas un hasard, c'est la Vénus de Milo, c'est-à-dire c'est vraiment la période hellénistique. Il aurait pu choisir la période, je sais pas, la période sévère du 5e siècle avant Jésus-Christ. Ou... Non, là, il choisit vraiment la période hellénistique, et c'est pas un hasard, vraiment pas, je pense. Voilà. Est-ce qu'il y aurait des questions parmi vous? Une question que je voulais vous poser, Mathias, ce journal de Vuillard, chaque jour, il figure. Vous l'avez transcrit. Ouais. Est-ce qu'il y a une publication qui est prévue, une date qui est fixée? Vous imaginez que quand on tient son journal de 88 à 40, c'est un mammouth éditorial qui avait intéressé Gallimard à l'époque, il y a une dizaine d'années. Mais le projet était parti dans les limbes pour X raisons. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile, parce qu'il y a des impératifs de rentabilité chez les éditeurs qui sont compliqués. Et c'est très difficile, parce que c'est un outil de travail, bien qu'on veuille retranscrire les 2 premiers carnets qui ne sont que des illustrations, on voulait les retranscrire en facsimilé, ça coûte très cher. C'est un objet qui coûte très, très cher à fabriquer, qui est intransportable. On est reparti pour 13,5 kg du catalogue raisonné Vuillard, presque, et qui évidemment n'excite pas les éditeurs, bien qu'ils reconnaissent toute la nécessité de faire ce genre de choses, mais ça patine toujours. Voilà. Eh bien, mais Mathias... s'il y a un éditeur suisse, tout à fait preneur. Y a-t-il un éditeur dans la salle? Le message est lancé. Voilà. Merci infiniment. Avant de vous laisser partir, je voudrais encore vous signaler qu'il y a 2 autres conférences qui vont accompagner ce cycle. La prochaine a lieu jeudi prochain. Elle va offrir un écho passionnant, à n'en pas douter, à la première partie de votre présentation, puisque Marina Ferretti, la commissaire de notre exposition, va revenir sur les collections d'estampes japonaises des peintres dans la seconde moitié du 19e siècle, de Van Gogh à Vuillard. Et puis, le 26 octobre, l'été indien me joue des tours, le 26 octobre, c'est cette fois Laure Schwartz-Arenales, la directrice de la Fondation Bohr, qui va revenir sur les liens qui unissent Vuillard, le Louvre et l'Extrême-Orient entre la fin du 19e et le début du 20e siècle. Voilà, merci encore de votre présence nombreuse, merci d'être venu ce soir, à bientôt, rendez-vous la semaine prochaine, et Mathias, merci encore infiniment pour ce moment magique et pour tout ce que vous avez apporté à notre exposition. Merci à vous, merci beaucoup.